Sur LinkedIn, c'est comme un dîner. Tu peux avoir à côté de toi, à table, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. La contradiction, ça veut plutôt dire que ta discussion est intéressante. Une marque qui est connue, qui a bien travaillé sa stratégie d'influence, peut se permettre, à service égal, de faire payer plus cher parce qu'elle est connue, parce qu'on lui fait confiance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de B2B Talks, un format présenté par le média J'ai un pote dans la com en partenariat avec LinkedIn. Aujourd'hui, gros sujet puisqu'on va parler ensemble d'influence B2B. On va essayer de comprendre ensemble comment le levier de l'influence B2B peut être un accélérateur pour les marques aujourd'hui. Pour m'accompagner et répondre à mes questions, deux invités de marque puisque je reçois Johanna qui est Senior Sales Director chez LinkedIn pour la France et pour l'Europe. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Je suis ravi de t'avoir avec nous pour ce nouvel épisode. Et à ma gauche, Marie-Sophie, qui est en charge du social media, de l'influence et des nouveaux médias chez BNP Paribas. Comment vas-tu ? Très bien aussi, merci. Première fois qu'on se voit aujourd'hui. Vous l'avez vu, gros sujet, grosse thématique. On va, dans un premier temps, essayer de présenter vos scopes à chacune. Yola, est-ce que tu peux nous expliquer les coulisses de ton métier et concrètement ce que tu fais chez LinkedIn ? Alors oui, je suis donc directrice commerciale de l'activité LinkedIn Advertising, qu'on appelle aussi Marketing Solution, pour la France, pour le Benelux et pour l'Italie. Et donc avec mes équipes, nous accompagnons les entreprises, les marques aujourd'hui sur LinkedIn dans leur stratégie marketing et communication. Et quelque chose qui me rend d'ailleurs très, très fière dans mon travail, c'est justement d'accompagner les groupes français et européens, justement dans comment avoir une bonne stratégie d'influence, une bonne stratégie sur LinkedIn pour aller toucher leurs clients cibles et les talents cibles. Marie-Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer ton champ d'action chez BNP et quelles sont tes missions aujourd'hui au quotidien ? Donc moi, j'ai la responsabilité de construire et protéger la réputation de BNP Paribas et de ses dirigeants et de ses marques sur tout le web conversationnel. Donc ça embarque naturellement tout ce qui est social media, mais aussi l'influence, les relations aux créateurs, aux nouveaux médias. Et je pense que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Donc on entame ce nouvel épisode avec le sujet de la creator economy au global. Comment vous, chez LinkedIn, Johanna, vous interprétez les signaux ? Comment vous analysez ? Comment vous percevez cette creator economy qui est une grande nébuleuse avec beaucoup d'acteurs ? Quels sont les éléments qui sont importants pour vous ? Alors, tout d'abord, peut-être rappeler que la creator economy, c'est énorme. En fait, on estime qu'à horizon 2027, ça va représenter 500 milliards de dollars, cette industrie, donc c'est déjà très gros. Et puis en parallèle, se rappeler que le B2B, c'est la moitié de l'économie mondiale. Donc tout naturellement, effectivement, l'influence, c'est un sujet qui est important pour le B2B et pour les marques. Nous, de par notre positionnement, premier réseau professionnel mondial, 1 milliard de membres, 69 millions d'entreprises, effectivement, on est déjà à un terrain naturel d'expression de l'influence B2B. Aujourd'hui, par exemple, en France, on a vu qu'au cours de l'année écoulée, le nombre de postes de dirigeants sur LinkedIn a augmenté de 23%, leur base de followers de 40% et l'engagement de leur communication d'influence est multiplié par 4. Donc déjà, c'est énorme. Et enfin, quand on regarde il y a quelques années en arrière, il y a Amazing Content qui vient de sortir son classement de l'influence. On voit qu'il y a 5 ans, 5 dirigeants sur 10 du SBF 120 étaient actifs sur LinkedIn. Ils sont plus de 9 sur 10 aujourd'hui. Donc en fait, il y a un vrai momentum qui passe beaucoup par les leaders, mais pas seulement. Marie-Sophie, par rapport à ce que dit Johanna, comment vous, chez BNP, vous intégrez ces sujets-là de l'influence ? Comment vous les comprenez ? Est-ce que c'est quelque chose qui est historique chez vous ? Est-ce qu'il y a eu cette acculturation assez tôt ? Ou à l'inverse, est-ce que ça s'est fait plutôt en réaction à des évolutions d'usage ? Alors, naturellement, la question de l'influence, on la traite depuis un certain nombre d'années, puisque la question des influenceurs n'est pas nouvelle. Elle est aussi vieille quasiment que le web conversationnel, que le web 2. Néanmoins, on suit les évolutions des usages. Et donc, l'accélération à laquelle Johanna fait référence, c'est également une accélération que l'on suit et qu'on accompagne. Aujourd'hui, chez BNP, quelle est la relation que vous entretenez avec les créateurs ? On le sait, avant, on achetait un espace publicitaire, on payait, on avait des outils de mesure et des KPI. C'est sensiblement la même chose aujourd'hui. Ce qui va changer, c'est la manière de travailler le contenu, la relation, la proximité avec le créateur, qui est par définition un être humain. Et donc, il y a un travail assez singulier. Comment aujourd'hui vous faites ce boulot-là ? Comment vous accompagnez les créateurs ? Comment vous mappez aussi ? Comment vous les identifiez ? Chez BNP Paribas, on fait du marketing d'influence. On va travailler avec des influenceurs de manière rémunérée et c'est ce que tu appelles globalement de l'achat d'espace. Mais en plus de ce travail de marketing d'influence, on va considérer aussi l'influenceur dans toutes ses facettes, le leader d'opinion comme un relais d'opinion. Et là, on va le travailler sur de la relation sur le long terme. Et le but, c'est pas d'acheter de l'espace, c'est plutôt de créer de la relation avec cette personne et BNP Paribas sur le domaine d'expertise qui est le sien pour qu'il comprenne ce que fait la banque
banque, ce que font les acteurs de cette banque. Et là, c'est une relation sur le long cours qu'on va créer avec eux. Si pour tout le monde, l'influence B2B, c'est assez clair sur les enjeux, et le créateur de contenu aujourd'hui, on peut se poser la question suivante. C'est quoi un créateur de contenu B2B ? C'est quoi un influenceur B2B ? Qu'est-ce qui va le définir ? Qu'est-ce qui va le caractériser ? Alors, aujourd'hui, sur LinkedIn, ce qu'on observe dans l'influence B2B, comme on le disait tout à l'heure, ça passe par plusieurs niveaux d'influence. Évidemment, les dirigeants, mais également tous les collaborateurs d'une entreprise, les experts externes, internes, mais aussi les collaborateurs. Et il faut voir qu'aujourd'hui, c'est très différent l'influence B2B de l'influence B2C. Autant l'influence B2C, elle repose souvent sur la célébrité, autant l'influence B2B va, elle, reposer sur la crédibilité, sur l'expertise. Donc, j'ai envie de dire que tout le monde peut être influenceur sur LinkedIn, influenceur B2B. En revanche, pour être percutant, pour avoir de l'impact, il faut effectivement avoir un bon message, un message avec un angle, avec une expertise, apprendre quelque chose à sa communauté et évidemment utiliser des bons formats pour porter ce message. Tu me parlais aussi de la confiance qui est extrêmement importante à apporter, donc crédibilité, expertise et donc confiance ensuite. Absolument, parce qu'aujourd'hui, on a fait des études avec le B2B Institute chez nous qui montrent que dans le B2B, 87% des acheteurs d'une solution B2B ont envie de faire confiance davantage à un humain, à un expert, qu'à une marque. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une méfiance par rapport aux marques, mais le discours de marque ne suffit plus. Et surtout, il ne faut pas confondre, en fait, propagande, j'ai envie de dire, en disant mes produits, mes services, ma marque, ils sont super, et influence qui, elle, repose effectivement sur une expérience. C'est ça qui crée la confiance. J'organiserai, moi, les leaders d'opinion sur LinkedIn en 3 catégories. Tu parlais des experts, donc ceux qui ont une voix qui porte, qui sont suivis pour leur expertise. Les deuxièmes, ce sont les patrons. Alors, c'est très vrai pour les patrons du CAC. C'est vrai pour aussi tous les patrons d'entreprises qui sont reconnus. Et ces personnes-là ont une notoriété naturelle, une influence naturelle sur LinkedIn. Donc, ça en fait aussi des relais d'opinion très intéressants. Et la troisième catégorie, ce sont plus des influenceurs qu'on va retrouver en B2C, qu'on va retrouver sur d'autres plateformes et qui se déportent de plus en plus sur LinkedIn. Et en tant qu'annonceur, en tant qu'émetteur, ces 3 catégories de leaders d'opinion sont très intéressantes à travailler, mais on va les travailler de manière extrêmement différente. L'expertise, ceux qui ont l'expertise vont nous permettre d'aller toucher d'autres experts. Le leader d'opinion sur les sujets d'IA va me permettre de porter ma voix et mes messages auprès d'experts en IA. Le patron, lui, va avoir une autre manière de porter les messages. Il va toucher ses pairs, il va toucher des journalistes, il va avoir une autre manière, un autre écho. Et la troisième catégorie, on va travailler encore un autre type d'audience. Donc c'est vraiment la conjonction des 3 qui est intéressante à travailler en influence B2B. Par rapport aux autres canaux, quelle est l'importance de l'influence chez vous ? Tu me disais qu'il y avait le côté humain qui était très fort chez BNP. Il y avait toujours ce volet, ce levier influence qui venait soit donner plus de voix à vos autres opérations, soit qui vont être totalement influence focus. Comment ça se matérialise ? En fait, c'est ce que Johanna disait. Les gens ont tendance à avoir plus confiance en leur pairs que dans les entreprises. Et la question de l'expertise en B2B est extrêmement importante. Si tu considères que l'expert est pointu sur son sujet, tu vas avoir beaucoup plus confiance en sa parole. Et donc, nous, on va naturellement mettre l'humain au cœur de nos stratégies de communication. Les experts qu'on a au sein de la maison, au sein de BNP Paribas, et avec des experts extérieurs. Et donc, tous nos objets de communication vont se construire comme ça, avec des porte-paroles, des experts externes. Grâce à eux, on va produire du contenu. Et l'étape d'après, en fait, c'est utiliser ce contenu et aller le sponsoriser sur LinkedIn pour toucher des audiences qui sont affinitaires avec ces 2 typologies de leaders d'opinion, que ce soit des leaders d'opinion internes ou externes. C'est quoi l'objectif final ? Pourquoi on ne fait pas de la publicité traditionnelle et on ne se contente pas uniquement de ça ? Qu'est-ce qu'on vient chercher ? Parce qu'on travaille un message qui est peut-être un peu plus difficile, c'est des sujets de finance, c'est pas facile, il peut y avoir des raccourcis qui sont faits. Donc, qu'est-ce qu'on vient chercher avec des collaborations avec des créateurs ? Avant même de rentrer sur la matière même de la finance, qui est effectivement une matière difficile, je te disais, moi en préambule, je travaille la réputation. Mon job, c'est pas de vendre, c'est de contribuer à protéger et faire construire la réputation de BNP Paribas. Et donc ça ne s'achète pas. C'est pas de l'achat d'espace, c'est de la conviction, expliquer, donner à voir ce qui se passe réellement au sein de cette banque. Alors ça, ensuite, ça vient de ton deuxième point. Quand on fait ça sur les métiers de la finance, ce sont des métiers qui sont compliqués. Sur les réseaux sociaux, on est sur du temps court. Donc il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits. On peut être chahuté parce qu'on est la plus grosse banque d'Europe. Donc naturellement, on est chahuté sur beaucoup de choses. On prend la lumière pour tout le secteur souvent. Et travailler avec des leaders d'opinion qui sont experts de leur sujet, c'est
c'est un moyen pour nous d'avoir une voix tiers qui va faire cette pédagogie, qui va faire mieux comprendre les spécificités de la finance. Parce que souvent, quand nous, on va s'expliquer sur des sujets, les sujets qui peuvent fâcher, notre voix n'est pas écoutée. Et donc, avoir des intermédiaires, et là encore, hein, j'insiste, on n'est pas dans une relation rémunérée avec ces gens-là, c'est des experts qui vont s'intéresser au fond de l'actualité de BNP Paribas et qui s'en feront le relais dans un sens ou dans un autre. Et c'est comme ça que nous, on aime travailler avec eux. On le sait, pour ceux qui suivent les actus BNP, on voit qu'il y a une stratégie globale, on voit qu'il y a des actions d'influence qui sont menées. Si on fait un focus et un zoom sur LinkedIn, dans quelle mesure la plateforme est pour vous essentielle? Dans quelle mesure cette plateforme-là vous permet d'avoir un ciblage peut-être plus précis, un discours peut-être plus safe, dans un environnement un peu plus safe? Pourquoi LinkedIn, pour vous, c'est un bon outil? LinkedIn est une plateforme extraordinaire à 1000 égards. D'une part parce que aujourd'hui c'est devenu un média. De nombreuses conversations s'y font de manière très pointue sur des sujets experts, sur des thématiques qui sont importantes pour nous. Je crois que je dis pas de bêtises, mais vous êtes la première plateforme économique. Enfin, on est le premier média digital B2B aujourd'hui. Voilà, donc nous, on va y retrouver assez naturellement les audiences, enfin, nos parties prenantes. Donc ça en fait un espace naturel. Après, moi, ce que je trouve assez intéressant sur cette plateforme, c'est que les usages ont évolué et qu'aujourd'hui, les conversations sont beaucoup moins lisses qu'elles n'ont pu l'être à une époque. Donc on a des débats intéressants qui s'y installent, de l'information de qualité. Et dans cette approche que je te partageais, de faire connaître ce que BNP Paribas fait dans le fond, le cœur de ses métiers, etc., c'est la plateforme où en fait l'espace conversationnel pour ça est le plus naturel. Je voudrais rappeler, comme elle l'a si bien dit, que nous accompagnons déjà avec un contexte et avec un contenu. Notre particularité, c'est que nous ne sommes pas un réseau social, mais nous sommes un réseau professionnel à la confluence entre le réseau social et le média B2B, parce que nous avons nous-mêmes nos journalistes, l'équipe LinkedIn News, LinkedIn Actualité, qui va publier, créer du contenu, qui va aussi gérer le programme des Top Voice, donc qui sont ces super influenceurs, j'ai envie de dire, sur LinkedIn. Donc déjà, on va produire nous-mêmes beaucoup de contenu à haute valeur ajoutée pour nos membres, pour les entreprises et pour les leaders. Marie-Sophie, si aujourd'hui on prend le temps de regarder un peu les statistiques et les performances, qu'est-ce que tu as à nous donner en termes de data sur la performance BNP sur LinkedIn ? En fait, LinkedIn, ils ont la magie de nous apporter à chaque fois de nouveaux formats assez extraordinaires. Et LinkedIn, la newsletter, c'est le format que vous avez dû lancer il y a 2 ans et demi, un truc comme ça. Ouais. Et nous, comme on croit beaucoup à cette plateforme, on teste très vite les nouveaux outils qui sont lancés. Donc, on a fait l'exercice quand les newsletters LinkedIn ont été lancés. On a été la première banque, je crois, en France à lancer une newsletter. Et aujourd'hui, notre newsletter est la 3e la plus puissante du secteur banque-finance au monde, derrière celle de Bloomberg et du Financial Times. Donc, nous sommes derrière 2 médias. Et c'est un outil qui est extrêmement puissant et là, qui parle d'expert à expert. Pour le coup, c'est suivi par des gens qui s'intéressent à la finance verte, qui s'intéressent à la finance et qui suivent cette newsletter avec une grande attention. Ça, c'est vrai pour la newsletter LinkedIn, mais c'est vrai pour tous les nouveaux formats que LinkedIn lance. Depuis quelques mois, vous avez lancé les vidéos verticales, qui sont très, très utilisées par les leaders d'opinion. Moi, j'ai très, très hâte, là, d'embrayer et d'embarquer mes leaders d'opinion à moi sur ces formats. Parce que si ils ont la même puissance de tir que la newsletter LinkedIn, ça va faire des étincelles. Comment vous, côté LinkedIn, vous accompagnez les annonceurs qui veulent se lancer dans l'univers de l'influence B2B? Est-ce qu'il y a des moments d'accompagnement, de workshop, de formation? Est-ce qu'il y a des outils dédiés? Est-ce que vous donnez un peu plus de data? Comment vous accompagnez une marque qui veut faire de l'influence B2B chez vous? Alors, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir dans des très grands groupes jusqu'à 30% en fait, des budgets médias qui sont investis sur LinkedIn qui sont dédiés aux stratégies d'influence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire sponsoriser la prise de parole des leaders, d'experts, internes ou externes, ou de collaborateurs. Et en termes d'outils, évidemment, on peut accompagner en faisant des analyses qu'on appelle, nous, topic ownership, donc effectivement pour voir comment la marque ou le dirigeant se positionne sur certains sujets qui sont débattus sur la plateforme, et si il ou elle veut progresser sur ces sujets-là, comment les traiter, quel angle aborder. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, on a ce format, effectivement, de sponsorisation de prise de parole qu'on appelle le Thought Leader Ad, qui est un format qui engage 2 fois plus en moyenne qu'un post classique, qu'une publicité classique, parce qu'il est incarné. Donc, c'est de cette manière qu'on accompagne aujourd'hui les marques. Je voudrais souligner 2 choses. Je voudrais combattre, en fait, 2 idées reçues que j'entends beaucoup. Je pense qu'il peut y avoir des questions autour, mais si je sponsorise la prise de parole de mon dirigeant ou de mon leader, est-ce que ça veut dire qu'il ou elle n'a pas d'influence ?
Et la deuxième question, la deuxième idée reçue, c'est si je sponsorise la parole d'un collaborateur, mais je vais le perdre. Alors, tu vas le perdre. Ils ont peur de se le faire voler. Ils ont peur, effectivement. Certains de mes clients ont peur de mettre en avant des collaborateurs qui sont effectivement brillants, qui sont des experts, en disant si je le montre à tout le monde, je vais me faire piquer. Donc, alors, tu peux leur dire qu'ils n'ont pas besoin de sponsorisation pour prendre ce risque. À partir du moment où ils sont bons sur LinkedIn et rassure tes clients. Mettre de la sponsorisation sur un patron, ça ne veut pas dire que ton patron n'avait pas d'audience au départ. Moi-même, je vais donner un exemple, je le fais avec notre DRH, Sophia Merlot, qui est Top Voice LinkedIn. Donc, bien avant qu'on fasse de la sponsor, elle avait déjà une activité très performante sur LinkedIn. Mais ça nous arrive de faire de la sponsorisation, ce leader ad avec Sophia, pour permettre de toucher des audiences qu'elle n'a pas encore, dans des pays où elle n'a pas encore travaillé sa notoriété, ou pour des ciblages très spécifiques sur des sujets très précis. Donc non, les deux ne sont pas incompatibles. Absolument. Alors, c'est exactement la réponse qu'on leur apporte, et je pense que ces personnes aujourd'hui n'ont pas besoin de la sponsorisation de leur entreprise pour exister en fait en tant que voix sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. Donc ça, c'est une première chose. Mais pour revenir aux dirigeants, et d'ailleurs à tout le monde, je tiens à préciser que c'est pas juste une question d'amplification. Nous, dans le B2B, on n'est pas dans la viralité. On n'a pas envie d'avoir 2 milliards de likes ou de commentaires sur un post, mais on a envie de toucher la bonne audience avec le bon message. Donc tout d'abord, la démarche d'influence, c'est d'aller cibler les bonnes personnes, que ce soit par exemple des prospects commerciaux, que ce soit des stakeholders de l'entreprise, que ce soit de futurs talents. Et ça, quand on regarde très clairement avec nos clients l'analyse de leurs followers sur LinkedIn, parfois ils peuvent avoir des surprises. À la fois les followers de la marque ou les followers des dirigeants ne sont pas forcément toujours ceux ou celles qui veulent toucher. Donc c'est vraiment important de savoir bien cibler. Et j'insiste qu'aujourd'hui, l'influence du B2B et la sponsorisation sur le B2B est d'abord un outil de ciblage et deuxièmement un outil d'amplification. C'est extrêmement intéressant ce que tu nous dis, et ça vient aussi un peu corroborer ce dont on parlait un peu en amont, où tu nous racontais la capacité d'amplification d'un message de LinkedIn qui est très souvent devenu un média à part entière en amont. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va prendre la parole, souvent ça va être repris dans un article et on va reprendre les citations de LinkedIn directement. Donc ça, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Alors déjà, effectivement, alors là, c'est plutôt en organique. C'est moins avec de la sponsor. Les posts de nos porte-paroles, tu sais, je te disais, il y a 3 typologies de leaders d'opinion sur LinkedIn, selon moi. Là, on touche à la deuxième, c'est-à-dire ceux qui sont venus sur la plateforme déjà avec leur aura, parce qu'ils sont patrons de boîtes influentes. Leur parole va être très observée. Les journalistes sont présents sur LinkedIn, naturellement, comme à peu près, en fait, tous les professionnels. Il arrive très régulièrement que les journalistes sourcent leurs articles dans des publications faites par les membres de la plateforme, dont nos patrons. Dans tout ce qu'on se raconte là, on saisit bien les enjeux et les opportunités, on voit bien la mécanique qui peut être amenée et les résultats qu'on peut escompter. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, quels sont les potentiels risques ou à quoi il faut faire attention ? À quoi il faut faire attention lorsqu'on prend la parole sur LinkedIn ou lorsqu'on fait prendre la parole à nos dirigeants, etc. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans le viseur ? Est-ce que c'est comme dans le B2C un peu les haters. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans le scope ? Alors moi, je dirais en premier lieu, ce que j'observe, c'est que les posts qui vont marcher, ce sont des posts qui ont une véritable valeur ajoutée pour l'audience. Des posts qui sont tout simplement des relais d'informations très corporate, d'annonces très corporate, etc. Ça va pas forcément fonctionner. C'est pas ça l'influence. L'influence, c'est apporter une touche personnelle, une valeur ajoutée, avoir un angle presque éditorial en fait dans ces prises de parole. Et donc on a vu des paroles effectivement, par exemple, qui jouent aussi sur l'humour, qui peuvent très bien fonctionner, qui jouent sur le côté transparence. Ça fonctionne très bien sur LinkedIn, transparence, authenticité. Les grands patrons, les grandes patronnes, on veut savoir ce qu'ils pensent personnellement, donner leur point de vue, leur avis. Donc ça fonctionne bien. Donc attention au côté un peu trop lisse, j'ai envie de dire. Il faut savoir être un peu vrai. Et je pense que c'est ça la différence. Surtout avec les outils d'IA aussi. Je reviens sur ce que tu dis, mais le côté discours un peu lisse, des fois on se dit « Ok, c'est de l'IA ». Tu sais, sur ce sujet-là, la question notamment des haters et du discours lisse, c'est des discussions que moi j'ai eues avec mes patrons il y a quelques années maintenant. Et la manière dont je traitais le sujet, c'est que je leur disais, en fait, sur LinkedIn, c'est comme un dîner. Tu peux avoir à côté de toi, à table, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi et qui va avoir un commentaire
en contradiction, et c'est pas grave, c'est la vraie vie. Et c'est ça ce qui est intéressant quand tu commences à avoir un discours qui n'est pas lisse, qui a un point de vue, où tu partages une expertise. C'est normal que ça génère des conversations, des commentaires, et donc de la contradiction, mais c'est ni plus ni moins ce qui se passe quand tu es à dîner, à table avec quelqu'un qui est pas d'accord ou qui est d'accord avec toi. La conversation, elle va se faire si le sujet est intéressant. Donc la contradiction, ça veut plutôt dire que ta discussion est intéressante. Ouais, donc finalement, ce qu'on va regarder, c'est la capacité à créer de l'engagement. Il y aura de la discussion, il y aura potentiellement du clash, mais en tout cas, ça va amener des sujets de discussion et potentiellement aussi des opportunités pour vous d'y répondre et de donner de l'info. Moi, je trouve que LinkedIn est devenue intéressante depuis qu'elle n'est plus une plateforme de contenu lisse. Elle est devenue une plateforme de discussion, de débat. Alors, on n'est pas forcément toujours dans le clash sur LinkedIn, et d'ailleurs, c'est aussi ça ce qui rend la plateforme intéressante. Mais depuis, je dirais, 2 ans, on a de la contradiction, on a du débat, des opinions divergentes qui s'affichent, et c'est ce qui rend la plateforme intéressante, et c'est pour ça qu'on y retourne, je pense, tous quotidiennement. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, Marie-Sophie, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, en fait, je pense que les marques qui débutent aujourd'hui en influence sur LinkedIn se posent la question du sentiment, en fait, généré par leur publication. On a des outils de sentiment analysis qui montrent, en fait, qu'à plus de 80% en moyenne, les prises de parole, justement, en influence ou même en publicité classique sont positives. On doit avoir 10 à 15% effectivement aujourd'hui de neutres, et peut-être, oui, dans les 5% de réactions entre guillemets on appelle négatives. Et ça veut dire quoi, négative? On n'est pas d'accord, on a un point de vue différent, on a une expérience différente, etc. Mais au contraire, c'est vraiment, je dirais que si vous êtes dans 100% du positif, je pense que c'est vraiment la preuve que vous êtes dans la propagande. Et ça marche pas. Ouais, et la banque souvent exposée à des sujets justement... on peut être souvent challengé. On a toujours à cœur, notamment via nos porte-paroles, donc nos leaders d'opinion interne, à répondre pour ne pas laisser la conversation se faire que dans un sens, parce qu'il y a aussi toute une majorité silencieuse sur LinkedIn qui va lire le post, lire les commentaires, se forger une opinion. Et donc, moi, je trouve que c'est hyper important de rentrer dans la discussion, de prendre le temps d'explication. Et si on revient à notre sujet de départ, les leaders d'opinion internes et externes nous permettent aussi de nourrir cette conversation fine. Donc, communication conversationnelle, l'échange, les opportunités de réponse, de discussion. Rien de pire qu'une marque qui est trop lisse et qui ne crée pas de conversation. Je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. Johanna, sur le sujet un peu plus concret, un peu plus héroïste du processus d'achat, quelle solution peut apporter l'influence B2B, notamment avec les outils LinkedIn? Alors, oui, on a fait une étude récemment avec le B2B Institute et Bain qui montre aujourd'hui que dans le processus d'achat B2B, les marques ou les services, les prestataires qui ont été choisis à la fin du processus d'achat étaient connus dès le premier jour. Ils étaient sur la shortlist. 81% des prestataires choisis étaient connus dès le premier jour. Donc ça, c'est énorme. Donc il faut quand même avoir une stratégie d'influence qui vous permette d'être crédible ou d'être connu. Deuxièmement, aujourd'hui, on a 2 types d'acheteurs dans le B2B. On a les acheteurs experts de la fonction, donc que ce soit des acheteurs de services financiers, de logiciels, etc. Mais de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les acheteurs dissimulés. Donc ce sont toutes les fonctions qui vont influencer le processus d'achat. On se parle de la finance, du legal, du RH, du marketing, on se parle du COMEX en général. Et donc, ces personnes-là, il faut évidemment les toucher avec le bon message de marque, le bon message d'influence en amont pour qu'elles soient favorables à l'achat. Et on sait, et on a vu dans les études, qu'une marque qui est connue, qui a bien travaillé sa stratégie d'influence, peut se permettre, à service égal, de faire payer plus cher, justement parce qu'elle est connue, parce qu'on lui fait confiance. Merci Johanna. Tu nous le disais un petit peu avant, il y a eu un changement d'usage, notamment sur la plateforme qui a bien évolué, mais il y a aussi des codes et des usages, des habitudes de consommation qui seront bien singulières quand on est en B2B versus en B2C. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi qui as, j'imagine, le volet sur les deux et la vision sur les deux sujets, qu'est-ce qui rend la frontière entre les deux poreuse ou à l'inverse très palpable? Tu as raison, j'ai un pied dans chaque. Et en fait, on est à un moment assez intéressant. Quand tu m'as posé la question de quels sont les leaders d'opinion sur LinkedIn, et je te disais, il y en a 3 types, les experts, les patrons et ceux qui viennent plutôt de l'univers du B2C, c'est-à-dire d'autres plateformes. Et effectivement, ceux-ci se déplacent sur LinkedIn, ce qui fait qu'on est à un moment assez rigolo. On peut faire des dispositifs de com assez 360, extrêmement complets, que tu vas aller commencer à construire sur une plateforme type TikTok ou Instagram, et que tu vas aller
pouvoir travailler aussi sur LinkedIn parce que ton créateur de contenu, ton leader d'op va être sur les deux plateformes. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais organiser, un événement autour d'une influenceuse. On a le cas. Je vais donner un exemple très, très précis. On travaille avec une influenceuse qui a été victime d'une cyberfraude assez importante. On a décidé avec elle de faire de la sensibilisation parce qu'elle voulait avertir son audience sur Instagram au risque de cyberfraude. Donc on va organiser un événement avec elle à Rouen où elle habite, avec des gens de son audience, avec des clients de BNP Paribas. Et tout ça va être diffusé sur son compte Instagram. Donc elle va faire de la sensibilisation. Avec ça, on va produire du contenu et ce contenu, on va aller le publier en thought leader ad, on en parlait tout à l'heure, sur LinkedIn, parce que cette influenceuse, elle est aussi présente sur LinkedIn, elle touche aussi des audiences et LinkedIn, contrairement peut-être à d'autres plateformes, nous permet de faire un ciblage ultra précis de gens similaires qu'on aura rencontrés dans la vraie vie lors de l'événement qu'on aura organisé à Rouen autour de l'influenceuse. C'est quand même assez intéressant de voir que malgré certains usages qui sont très asymptomatiques de B2C ou B2B, vous arrivez, vous, avec cette marque globale, cette marque ombrelle qui est extrêmement puissante. Aujourd'hui, tu nous as dit, 2 millions d'abonnés sur la plateforme, à créer ces leviers et ces ponts entre le B2C et le B2B. Est-ce que toi, tu vois aujourd'hui un réel impact là-dessus ? Est-ce que tu sens que l'un est au service de l'autre ? Est-ce que tu sens qu'ensuite, lorsqu'il y a un événement, une campagne globale, vous arrivez à bien mesurer la performance de ces collabs ? Alors, je te donnais l'exemple de la cyberfraude qu'on va bien faire à la fois sur Insta et sur LinkedIn. En fait, c'est des sujets de société qui se transportent très très bien d'une plateforme à l'autre via ces leaders d'opinion que tu vas retrouver sur les deux plateformes. Après, ce travail que tu vas faire sur des sujets de société, c'est ce qui est la base de la réputation de ton entreprise, qui derrière va naturellement servir la marque, que tu travailleras peut-être plus en marketing d'influence ensuite pour pousser des offres, que sais-je. En tout cas, la porosité que je vois se faire entre les plateformes B2C et les plateformes B2B, c'est vraiment les sujets de société. Je rebondis rapidement, mais tu me parlais aussi que vous étiez la première banque des entrepreneurs, et ça aussi, c'est, j'imagine, pour vous, un levier d'activation pour prendre la parole. Comment vous le faites aujourd'hui sur LinkedIn notamment ? On sait qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs d'entrepreneuriat qui sont dessus. Est-ce que ça fait partie des sujets un peu pour vous actuels de se dire on se repositionne fortement dans notre communication pour rappeler qu'on est cette banque-là proche de ces entrepreneurs? Oui, alors on est effectivement la première des banques des entreprises en France. J'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais je crois qu'on accompagne 80% de la French Tech. Donc effectivement, on est un très gros acteurs du secteur. Et naturellement, les entrepreneurs sont sur LinkedIn, pas que. Alors c'est une communauté, là, on n'a pas évoqué le sujet des communautés, mais les entrepreneurs sont une communauté extrêmement active sur le web conversationnel. Ils sont très présents sur LinkedIn. On va les retrouver aussi dans des podcasts. Ils vont aussi consommer beaucoup de podcasts. Donc naturellement, c'est une cible importante pour nous. Mais là aussi, ce que je te disais, porosité des plateformes, je vais jamais être dans une logique exclusive LinkedIn. LinkedIn va me permettre d'identifier des leaders d'opinion entrepreneurs, mais qui vont aussi avoir des podcasts. Je vais créer des contenus que je vais aller potentiellement sponsoriser sur LinkedIn. Donc vraiment, c'est une approche 360 du métier. On a bien compris cette approche avec des acteurs externes, des créateurs, des clients, des entrepreneurs. Mais il y a aussi tout le côté un peu interne avec les collaborateurs, les gens qui sont chez vous, qui sont actifs pour l'entreprise. Johanna, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la manière dont LinkedIn va aider les marques à activer ce levier-là de l'employee advocacy, la mise en avant des collaborateurs, sachant, et on l'a très bien dit avant, que c'est pas un levier activable, on met une pièce et ça tourne. C'est des gens qu'il faut, a priori, engager en amont. C'est pas une science exacte. Alors oui, effectivement. Et d'abord, j'aimerais rappeler un chiffre qui est assez éloquent. C'est qu'en moyenne, les collaborateurs ont 12 fois plus de réseau que la marque ou que l'entreprise. Enfin, c'est énorme. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, il faut savoir les activer. C'est pas magique, c'est-à-dire que je vois ça un peu comme une symphonie. Bon, il faut leur donner une partition, il faut que chacun connaisse son rôle. Et je dirais que ça dépend vraiment il faut avoir une stratégie, en fait, que l'entreprise met en œuvre. Mais je pense que la meilleure pour nous en parler, ça sera Marie-Sophie, parce que vous l'avez fait chez BNP Paribas avec énormément de succès sur LinkedIn notamment. Oui, tu parles de notre campagne Unexpected Jobs, Absolument. j'imagine. Mais Unexpected Jobs, c'est une campagne marque employeur qu'on a faite il y a maintenant 18 mois, je dirais. Oui. Et qui s'appuyait effectivement beaucoup sur nos collaborateurs et sur leur fierté de travailler chez BNP Paribas pour expliquer les métiers de la banque. C'était quoi la mécanique ?
Les collaborateurs changeaient leur titre et faisaient un post pour expliquer leur métier avec un titre travaillé comme le ferait un concepteur-rédacteur, donc qui capte l'attention pour leur faire découvrir les métiers tout à fait inattendus, parce que c'est vrai que dans une banque, on pense que tout le monde est banquier, alors qu'en fait, la multitude des métiers est énorme. Et donc, c'est une campagne, effectivement, qui a super bien fonctionné. De nombreux collaborateurs ont joué le jeu, mais ça a fonctionné parce que ça repose sur la fierté d'appartenance, sur la fierté du travail. Et ce genre de mécanique, tu peux pas la déclencher à chaque fois. C'est-à-dire que moi, dans ma stratégie du quotidien, l'employé advocacy global n'est pas le cœur du réacteur, parce que, et fort heureusement, les comptes LinkedIn de chacun des collaborateurs leur appartient, et je peux pas, moi, leur envoyer un mail tous les matins pour leur demander d'amplifier tel ou tel message. Donc, c'est absolument pas une priorité en dehors des campagnes comme Unexpected Jobs qui vraiment appuient sur, encore une fois, leur fierté de travailler chez BNP Paribas. Et donc, moi, au quotidien, l'asset que j'utilise plutôt, c'est ce que nous, les leaders d'opinion, on disait encore une fois au début comment on classifie les leaders d'op sur LinkedIn. Il y a les experts, les patrons et les créateurs de contenu. Les experts, nous, on en a plein en interne. Et donc, c'est ça ce que moi, je vais aller travailler. C'est que je vais aller sur les sujets, les thématiques qui sont centrales pour BNP Paribas. Je vais aller identifier les quelques dizaines par sujet de collaborateurs qui sont vraiment experts, et je vais les accompagner chez les volontaires, bien sûr, hein, mais je vais les accompagner à ce qu'ils soient plus pertinents, plus puissants sur la plateforme. Donc, je vais pas aller travailler leur expertise, parce que c'est eux qui l'ont, mais je vais plutôt leur donner les clés pour devenir plus performants sur LinkedIn. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est important aussi de se projeter et de comprendre un peu la vision que vous pouvez avoir chacune. Par rapport à BNP, comment tu vois les années qui arrivent sur le sujet de l'influence? On sait que pas de boule de cristal entre les mains, on est d'accord, mais qu'est-ce que peut-être toi tu aimerais voir arriver sur la scène de l'influence B2B, peut-être plus sur LinkedIn ou ailleurs, mais est-ce qu'il y a un usage que tu aimerais voir apparaître ou renforcer? On a parlé des conversations, des discussions, de la mise en avant des leaders dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais voir plus présent? Alors, je peux pas te dire ce que j'aimerais voir. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'adore ce métier qui évolue en permanence, et je sais que les prochains mois vont nous réserver encore plein de nouveautés en termes d'usage, de personnalités qui vont émerger, qu'on connaît pas encore. Donc, j'ai hâte pour ça. En revanche, que je peux te dire en complément, que j'ai peut-être pas évoqué, mais qui rejoint ta question sur l'entrepreneuriat. Je te disais, on est la banque des entrepreneurs. La créateur économie, les créateurs, ce sont des entrepreneurs. Et ce secteur de la créateur économie est en train de se structurer à vitesse grand V et voit émerger de plus en plus d'entrepreneurs. Et nous, à ce titre, on suit ce secteur avec attention et on se veut être la banque de ces créateurs qui sont tous, encore une fois, des entrepreneurs. Ioana, pour terminer et conclure, est-ce que tu peux nous parler un peu de vous, vos enjeux d'avenir, vos nouveaux formats? Alors oui, effectivement, on a beaucoup parlé de ces formats comme le Saltidar Ads. On a aussi un nouveau format qui permet de bien travailler son influence dans un contexte très quali, très valeur ajoutée. Je pense Marie-Sophie a beaucoup aussi parlé des médias tout à l'heure. Aujourd'hui, sur LinkedIn, nous offrons la possibilité aux marques de sponsoriser en pré-roll des contenus de publishers. On a 2000 publishers sur LinkedIn aujourd'hui, dont une vingtaine pour lesquels vous pouvez être en pré-roll de Bloomberg, du Financial Times, du Wall Street Journal. Ça permet effectivement d'incarner, de porter ces messages de marque dans un contexte très quali, très affinitaire aussi avec les messages que veulent porter nos clients. Et pareil, ça sera, je pense, un levier qu'on voit vraiment décoller là ces dernières semaines et ces derniers mois, qui va également performer toute l'année. Merci Ioana, merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'ai été ravi de vous avoir avec moi aujourd'hui. On a pris le temps ensemble de débunker les sujets et les enjeux autour de l'influence B2B. Merci à tous de nous avoir écoutés et regardés. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de B2B Talks.